Cante-Bro, Cante-Guise, sans pays, sans mode. Cante-Parèse, Cante-Élise, sans paroisse, sans église. La Bretagne est une, mais généreusement diverse. Chaque contrée est une origine, une histoire, des coutumes différentes. Du Clos Poulet au Léon, du pays nantais au Cap Siguin, pays d'Aurès ou de Guérande, la Cornouaille, le Gaëlo ou le Trégor. Elles sont bien trop nombreuses et séduisantes pour que je les raconte toutes. Pour simplifier, disons qu'il y a l'Armor, pays de mer, ses côtes sauvages et mystérieuses, ses marées capricieuses pour marins courageux. Et puis il y a l'Argote, pays de la terre, le domaine de la lande à genêt, des forêts profondes, des plus vieilles barres rocheuses de notre globe. La Bretagne n'a plus d'âge, bien trop âgé pour qu'on le mentionne. Les ancêtres bretons ont investi les terres bien avant les Gaulois, il y a plus de 7000 ans déjà. Menhir, fidèle à Obélix, Cromlech et Dolmen en témoignent. Une civilisation dont on sait bien peu de choses, des hommes capables de déplacer des masses rocheuses gigantesques au service d'un savoir astronomique stupéfiant pour l'époque. Ils maîtrisaient, semble-t-il, les points cardinaux, avançaient de sensibles théories sur les systèmes solaires et lunaires, prédisaient les éclipses. Aujourd'hui, les Bretons allient allègrement la bonne vie et les sciences. Complexes, un doux mot nous l'illustre. Le poisson dans le ventre ou au rivage doit toujours être à flot. Allons rejoindre ces druides au bout du continent, découvrir des villages et des gens étonnants entre terre et mer là-bas, au Finistère. Le Finistère, avec les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, est l'un des 4 départements de la région Bretagne. Les villages que nous allons visiter aujourd'hui se situent en Cornouailles, c'est-à-dire la péninsule sud du département du Finistère. Nous irons tout d'abord à Plogoff, à l'extrême ouest de la péninsule. Plogoff est un village de pêcheurs avec des habitants au caractère bien marqué. Fanny Kargadenec, fille de pêcheur, nous le fera visiter d'une manière originale. Puis nous partirons rejoindre Louise et Ronan pour la célèbre et importante Troménie de Locronan. Ce pardon aux origines millénaires est un moment fort pour la cité et pour la Bretagne tout entière. Louise et Ronan, comme chaque année, participent à cette journée pas comme les autres. Ils seront en quelque sorte nos initiateurs. Mais tout de suite, retrouvons Fanny près de la Pointe du Raz, à l'entrée du village de Plogoff. Elle est accompagnée d'une amie, Rosemary, pour nous faire découvrir son village. Je m'appelle Fanny Kargadenec, j'ai 21 ans et je suis originaire de Plogoff. Comme Plogoff signifie en breton le village du maréchal Ferrand, j'ai pensé qu'on pouvait vous faire visiter la région à cheval. Alors ici on est en Cornouailles, donc c'est la pointe extrême du continent nord-européen. Nous sommes celtes ici et on peut même retrouver quelques similitudes avec nos voisins irlandais, quelques ressemblances pour le temps, pour même les gens. Les Plogoffites ont du caractère, sont des gens énergiques, souvent obstinés. Je pense qu'on retrouve un peu en eux un peu d'Obélix ou d'Astérix. Ils savent ce qu'ils veulent et souvent ça paye, la preuve. Les événements de Plogoff. En 1980, le site de Plogoff est pressenti pour la construction d'une centrale nucléaire. Irréductible, la population du village se soulève contre cette décision. 1 an plus tard, le président Mitterrand annule le projet. Ici, nous sommes sur le lieu même où était prévue l'implantation, c'est-à-dire à 1 kilomètre du bourg de Plogoff. La capacité de réaction de la population locale à l'époque avait été minimisée. Pour contrarier ce projet, on avait édifié cette bergerie et qui est devenue depuis un centre équestre. Il y a un artisan qui est intéressant ici à Plogoff, il s'appelle Robert Vaillant. Il sculpte la pierre, le bois. Il y a d'ailleurs chez lui une sculpture qui représente un jeune homme brandissant un lance-pierre. Donc c'est une sculpture qui a été réalisée pendant les événements de Plogoff en 1981. C'est un symbole. Mon père l'a réalisé pour dire à sa manière son mécontentement. Vous imaginez une centrale nucléaire sur un site pareil? C'est pure folie.
Contrairement à la Provence où les maisons sont relativement regroupées, ici on retrouve des maisons assez éparpillées, assez clairsemées, qui sont souvent séparées par des champs entourés de petits murs de pierre. Les maisons sont généralement hautes avec des toits en ardoise. Ici à Plogoff, on peut encore trouver quelques lits clos. Ce sont des lits typiques du XVIIe siècle qui mesurent environ 2 mètres de haut, mais qui ne sont pas très très longs. Bonjour Basile. Martin dort toujours? T'es là, Martin? Bonjour. Bonjour. Alors Martin, dis-moi, ça fait quoi de dormir dans un lit clos? Comme si on dormait dans un lit ordinaire. Pareil? Oui. Ça fait longtemps que tu dors ici? Un an. Un an. Oui. Mais ça va, t'as de la place? Mm. Et avant, les gens dormaient là, les Oui. Bretons. Oui. Mais ils étaient très petits. Parce que le lit clos est petit. On m'a dit que tu avais une petite sœur. Oui. Elle dort là aussi? Non, elle a peur. Elle a peur? Oui. Quand le lit est fermé? Oui. D'accord. Bon, bah, je vais vous laisser. Bonne journée, à bientôt. Bientôt. Bon, moi je vais m'endormir. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Dans certaines maisons, on peut encore retrouver quelques meubles assez étonnants. Cette cloison sculptée s'appelle un drustine. C'est typique de la région d'ici, de la Cornouaille. En fait, cela servait à séparer la pièce principale de la cuisine. Je mets le petit brisé dedans. Là, qu'elle me fait la télé, ben, breton. Quoi. On ne parle plus beaucoup breton ici. C'est un petit peu triste, mais c'est une langue qui se meurt. Il reste quelques personnes, mais souvent qui sont âgées, qui parlent encore le breton. Mais mor zo, pas Westkaart. West Westfal, Amsterdam zo was waar de persoonlijk. Kinabo, ik hoor woord als wat. Ici à Plogoff, on est assez gourmand. Il y a d'ailleurs quelques spécialités bretonnes, par exemple le phare breton, le gâteau breton ou encore le kouign-amann. Le pâtissier de Plogoff est un spécialiste du kouign-amann et je pense que si on s'y prend bien, il pourra nous livrer sa recette. Bonjour Fanny. Bonjour Loïc. Ah, le kouign-amann. Où est-ce que tu vas avec ton kouign? Je m'en vais le livrer à place de l'église. On peut venir avec toi? Oui. On y va. Alors le kouign-amann est une spécialité bretonne, principalement originaire de Douarnenez et qui donc a été repris dans toutes les autres régions de Bretagne. C'est un gâteau qu'on mange vers 16h, mais on peut très bien le manger aussi en dessert. Je cuisine le kouign-amann depuis mon apprentissage, c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans. Je vais te laisser. Oui, au revoir. À plus tard. Salut les filles. Donc je vais vous livrer le secret du kouign-amann. C'est fait avec une pâte ressemblant à la pâte à pain, auquel on y ajoutait du beurre et beaucoup de sucre. On donne ensuite un certain nombre de tours. Après, on le laisse reposer avant de l'enfourner. Et donc voici le kouign-amann. Il y a beaucoup de pêcheurs à Plogoff. Tout le monde a au moins un pêcheur dans sa famille. D'ailleurs, mon père est pêcheur. Il pêche généralement entre la Pointe du Raz et le phare de la Vieille. Ça s'appelle le Raz de Saint. Bon, à Plogoff, la pêche que je fais, c'est celle du bar, uniquement. Uniquement. Il y a eu une époque où on pouvait se diversifier un petit peu, mais là, maintenant, il n'y a plus que le bar. Il ne reste plus que ça. Sur les côtes de Plogoff, il y a 3 ports. En face des ports, c'est plutôt des abris. Quand il y a du mauvais temps, je crois qu'ils ne servent plus à grand-chose. Alors il y a tout d'abord le port de Port-Loubous. Il abrite une dizaine de petits canaux de 3 mètres. Il est protégé par une digue.
Ensuite, il y a le port de Fontenotte. Alors là, c'est plutôt un point de débarquement puisqu'il n'y a pas de digue, il y a juste un petit quai, une échelle. Les bateaux sont en mouillage. Le port de Bestré, qui est le plus proche de la pointe du Raz. Il est fréquenté par une dizaine de petits canots de plaisanciers et 2 bateaux de marins professionnels qui pêchent au casier le long de la côte. J'aime venir à la pointe du Raz parce que c'est un peu le bout du monde, la fin de la Terre. Alors ici, il y a énormément de vent, il y a parfois des rafales qui peuvent atteindre jusqu'à 200-240 km/h. Donc c'est assez impressionnant. Certains marins disent que pour passer le Cap Horn, il faut être un marin. Et que pour passer le Ratsin, il faut être un bon marin. Voilà donc la statue Notre-Dame des Naufragés. C'est la patronne des marins. Et ici, c'est très important, c'est comme un symbole. En fait, il y a des gens qui mettent des Saint-Christophe dans leur voiture. Et Notre-Dame des Naufragés, c'est un petit peu la même chose pour les marins. Un des personnages incontournables de Plogoff est Madame Lecause, qui tient l'hôtel de l'Iroise. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à cet hôtel. Malheureusement, cet hôtel est menacé par un plan de restructuration du littoral. C'est vrai que cet hôtel est là depuis tellement longtemps et il y a tellement de souvenirs dedans que c'est quand même dur de penser qu'on va détruire cette grande maison qui est isolée de tout, qui est face à la mer et où on fait encore sécher le linge sur la lande comme on le faisait auparavant. On voulait construire un hôtel, le plan a été fait comme ça par le ministère de la Reconstruction après la guerre tout de suite. Et puis voilà, c'est le plan qui nous a été fait et que nous avons accepté. Tous les pays du monde qui ont droit au voyage, eh bien, ils ont des photos de l'hôtel, sur un guide, enfin quelque part. Tous les gens disent qu'il est beau. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit qu'il était beau. J'ai dit que c'est ma maison et que c'est une maison bretonne. Mais seulement, il faut compter avec les sites et avec les beaux-arts. Et pour cela, pour ces organismes-là, c'est une verrue dans la lande. Le bâtiment est beau, mais il est mal placé. Malgré qu'il doit être démoli, il faut toujours espérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui s'en occupent et peut-être, sait-on jamais. Je te connais, tu as ton toit. Ça ne peut pas s'expliquer. Nulle part ailleurs je ne serais bien. Un tas d'amour, de rien, un tas de n'importe quoi, un tas de mystères, de cheveux, de chevaux, pas de bois, de paysages labourés, de pierres bien entassées. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon séjour à Plogoff. Au revoir et à bientôt en breton Kenavo. Je te connais, tu as ton toit. Et je veux vivre là. Sous la beauté du soleil couchant, nous allons à présent rejoindre Locronan et Satroménie. Leur histoire commune remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce lieu, qui allait devenir Locronan, était alors un temple celte appelé Néméton. Ce Néméton était un parcours de 12 km tracé par les druides représentant le calendrier celte. Au 7e siècle, un évêque irlandais nommé Ronan vint évangéliser le Néméton. À sa mort, un culte s'institua là où il avait vécu. Ce culte populaire, même acquis à la nouvelle religion, avait gardé l'essentiel des anciennes croyances, c'est-à-dire l'imploration des forces de la nature et en particulier la fécondité. On continua à venir à Locronan célébrer ces rites de fécondité, mais en priant Saint Ronan
et en empruntant le parcours sacré lors de la Troménie. Vinrent en particulier les ducs de Bretagne qui comblèrent de faveurs le Cronan. Au XVe siècle, le bourg accentua sa richesse grâce à sa manufacture de voiles, la plus réputée d'Europe, qui équipa les navires de Christophe Colomb entre autres. Au XIXe siècle, le Cronan connut un déclin économique, mais jamais le culte de Saint-Ronan et sa Troménie ne disparurent. Aujourd'hui, comme chaque année depuis leur tendre enfance, Louise Pitoy, Ronan et Naf vont participer à la Troménie de Locronan, dans le respect des traditions, en portant les costumes hérités de leurs parents. Je me souviens de la première grande Troménie en 1935. J'avais 7 ans. Et depuis, je crois les avoir faites toutes, petites et grandes. La Troménie, c'est une tradition qui dure depuis des ans, et c'est le pardon de Locronan, le pardon de Saint-Ronan, qui est notre saint patron. Alors on fait tout pour que, ma foi, tout se passe bien, la chorale, les chants, la procession, enfin, tout. L'habit traditionnel est donc composé surtout de ceci, le gilet, archeleten, et ensuite le chupen. Ça s'appelle la borleden, notre coiffe. À l'intérieur de cette coiffe, c'est un carton, si vous voulez, qu'on habille. Dans l'ensemble, le fond est blanc, brillant un petit peu, pour faire ressortir justement les broderies de la coiffe. Parfois, alors pour plus jeunes, comme les petites un peu plus grandes porteront une toute petite coiffe, elle peut être bleue ou rose comme leur tablier. Il est 10 heures. Toutes les paroisses voisines ont délégué leurs porteurs de croix et de bannières pour rendre hommage à Saint-Ronan. On vient de Plogonec, juste de l'autre côté de la colline, à 3 km. Nous représentons Kerguat, un petit hameau de la commune de Kéménévin. Kerlas. Ah, c'est un truc d'Ornenay, le Cronan. Le pardon de Saint-Ronan, remontant aux origines de la Bretagne, est considéré par les Bretons comme celui de toute la Bretagne. C'est pourquoi les croix et les bannières de Locronan sortent de l'église pour accueillir celles des autres villages, disposées tout autour de la magnifique place du XVIIe siècle. Les bannières des villages voisins recevront l'une après l'autre le baiser de paix des enseignes sacrées de la paroisse de Locronan avant de s'intégrer dans la procession et de saluer elles-mêmes les autres bannières. C'est un moment émouvant de la journée, comme les retrouvailles d'une famille longtemps séparée et heureuse d'être ensemble à nouveau. Lors de la grand-messe, chacun a ses fonctions bien établies. Louise, au sein de la chorale, entonne les chants latins et bretons. À la chorale, je vais chanter tous les chants qui sont prévus. Je n'ai pas échauffé ma voix particulièrement ce matin, non. Quand on se trouve à la messe, vous savez, tout en groupe, eh ben, ça part et puis c'est formidable, oui. Ronan, lui, assure ses fonctions de membre organisateur. Au sein de la Troménie, du fait que je suis conseiller paroissial, avec les 4 autres membres, nous essayons de veiller au bon déroulement de l'ensemble. Si l'émotion est forte durant toute la grand-messe, elle atteint une dimension supplémentaire lorsqu'en hommage à ses ancêtres, l'Assemblée entame le célèbre chant, le Canit Vaene. Puis vient la bénédiction du pain, qui est en fait un gâteau breton. Il est distribué à la sortie de la messe en signe de paix et d'amitié. Si la Troménie rassemble les familles, elle attire aussi les visiteurs qui ne peuvent rester insensibles à ce rituel millénaire.
Ils sont émerveillés de voir qu'il y a tant de gens en Bretagne qui prient encore et qui sont fervents de la fête de Saint-Ronan. Et après, ils nous demandent quoi exactement, qu'est-ce que c'est que le pardon et où allons-nous l'après-midi et quelle distance, quoi. Ils se renseignent. Je vais rentrer chez moi, je vais tirer ma coiffe d'abord qui nous gêne. Je vais manger et puis à 2h, je serai là, prête à partir pour 2h30. Voilà, la messe terminée. Après la distribution du pain béni, tout le monde est parti se restaurer. Et bientôt, à 14h15, le départ de la procession de la Troménie. Le clergé est sorti dans la porte du Péniti. La procession est disposée en demi-cercle sur le haut de la place de l'église. Les cloches donnent le signal de départ et la procession prend la rue du Four en direction de la montagne. Le parcours est demeuré immuable depuis des siècles et reprend l'exact tracé de l'ancien Nemeton celte. En référence au calendrier druidique, tous les 6 ans a lieu la grande Troménie de 12 km. Cette année est une année ordinaire. Le parcours n'est que de 5 km et comporte 4 haltes. Le premier point important, c'est au pied de la montagne, la hutte du Christ au lien. Tout le monde s'agenouille pour chanter le Parché Dominé. Pardon Seigneur. On a fait un petit arrêt là, pour demander des grâces de pouvoir monter la côte. Oh, il reste bien 2 kilomètres, plus de 2 même à monter. Les plus durs restent à faire. Hein. C'est lourd? Non, c'est pas trop lourd. Un peu plus de 15 kilos sûrement. Ouais. C'est comme l'au-delà, personne ne sait. Gloire à toi, Église sainte. Je n'ai jamais eu l'occasion dans mon ministère d'arrêter une procession pour cause de mauvais temps. Jamais. C'est pas aujourd'hui non plus. C'est rare. Nous sommes maintenant à Ludi Kreranik. Un peu avant l'arrivée, il y a la deuxième station à Place Ahorn, la chapelle Saint-Ronan. Saint-Ronan, priez pour nous. Saint-Ronan, priez pour nous. Saint-Ronan, priez pour nous. Alors moi je suis un invité, c'est-à-dire que je viens du pays bigoudin, qui est la région de Pont-l'Abbé, qui est la raison pour laquelle la couleur du costume est différente, et la broderie aussi. Ce qui est important, c'est de marcher ensemble, c'est de faire ce parcours qui est millénaire et d'être ensemble, surtout pour le feu. Ça, c'est extraordinaire. L'autre étape est à la croix, dite croix de Kében. Et ensuite, nous reprenons la route de retour. Alors, nous arrivons donc par la partie sud, par le côté sud, par la rue Saint-Maurice. Toute la procession à fière allure descendant cette rue. Arrivant sur la place, la procession franchit le seuil du Pénéti en passant sous la châsse portée à bout de bras et contenant les reliques de Saint-Ronan. Après que la foule des pèlerins eut entamé le Te Deum d'allégresse et le Saint-Ronan hors patron, la cérémonie s'achève par le baiser des reliques de Saint-Ronan et par le Darfès en Tatoukos, ce chant mythique de toute une Bretagne fière de ses racines et de ses ancêtres. Pour la foi de nos vieux pères et autour de sa bannière, tous nous nous serrerons. Foi chérie de nos pères, jamais nous te renierons, plutôt nous mourrons.